On va écouter Odile Contat qui va parler de la publication et des coûts de la publication en SHS. Bonjour à tous. Je voulais aussi remercier les organisateurs de m'avoir invité ici pour partager avec vous et avec ce réseau si actif des bibliothèques de maths, et puis aussi pour découvrir ce lieu merveilleux. Donc on est très contents. Donc moi je vais vous emmener dans un autre univers un peu différent qui est l'univers de la publication en SHS, et essayer de vous parler de l'étude qu'on a faite sur les coûts de publication pour les revues françaises. Et comme nous ne sommes pas en SHS, je vais vous faire quand même une petite intro sur ce monde étrange et merveilleux des revues en sciences humaines et sociales, qui est un petit peu différent de celui que vous connaissez, je pense. D'abord, qu'est-ce que c'est la publication en SHS? C'était pour vous donner une idée. Vous avez ici la structure de la publication des chercheurs du CNRS. Alors ça date de 2011-2012, mais c'est toujours le cas actuellement, avec une égale publication entre les articles dans des revues scientifiques et les chapitres d'ouvrages. Ce qui pour vous est sans doute un étonnement, mais nous sommes dans des disciplines où les chapitres d'ouvrages sont aussi importants que les articles. Donc voilà, c'est cette structure-là, avec aussi des ouvrages, des rapports et une publication qui utilise des formats extrêmement variés. Les chercheurs français en SHS en 2014, ils ont publié environ 9300 articles. Alors ça fait 8% des publications scientifiques françaises et 2,5% des publications mondiales de la recherche. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que 92% de ces articles sont en français. Et les éditeurs français en SHS ont accueilli dans leurs revues plus de 80% de ces articles. Donc les revues françaises en SHS publient 80% des publications des chercheurs français. Donc c'est vraiment une structure très particulière où la publication chez des éditeurs étrangers, francophones ou internationaux n'atteint que 18% des articles environ. Voilà. C'est pour vous donner une idée générale. Alors, ces éditeurs, donc il y a des éditeurs bien sûr publics étrangers, vous les connaissez un peu. Chez nous, c'est beaucoup des éditeurs universitaires, hein, Oxford, Cambridge, etc. Des éditeurs publics français qui sont très importants, que ce soit des éditeurs institutionnels comme le HESS ou l'ENS qu'on a vu tout à l'heure avec Jean-François, et puis la force des presses universitaires. Et puis, il y a en France un point important. Alors, il y a les éditeurs privés étrangers, mais Elsevier, Wiley, Sage et Springer, c'est 2% des revues françaises en SHS, c'est-à-dire quasiment rien, hein, qui sont publiés par ces éditeurs-là. Et les éditeurs privés français sont très importants. Je vous en ai mis quelques-uns avec le nombre de revues publiées à chaque fois. Après, l'Harmattan, est-ce un éditeur ou pas? C'est une bonne question. On y reviendra. Ce que font les éditeurs réellement comme travail. Et puis, il y a des structures que vous connaissez sans doute moins, mais qui ne sont pas inintéressantes, alors que j'ai mis dans « autres », parce qu'en fait, ce sont des structures, on va dire, de droit privé et de fonds publics. Quand on a essayé de travailler dans BSN7 sur le monde de l'édition, on a découvert qu'en fait, voilà, on devait, en dehors des éditeurs privés et des éditeurs publics, qualifier une autre sorte d'éditeurs, qui étaient les éditeurs de droit privé et de fonds publics. Les éditions de la FMSH, CNRS Éditions, qui est une structure privée, mais financée entièrement sur fonds publics, etc., etc. Ce qui est une particularité. Et puis c'est ce qu'on va voir aussi, c'est ces associations, sociétés savantes et labos de recherche qui sont le cœur en fait de l'édition en sciences humaines et sociales. Alors les revues scientifiques, combien de divisions? Environ 2000, on dit, revues SHS éditées en France, ce qui est absolument énorme. 1200 apparitions régulières environ. Si on compte les deux gros portails les plus importants en France qui sont revue.org et Cairn, elles en ont environ 400 chacun, donc ça fait 800 revues. Il y a beaucoup d'éditeurs aussi. Pour les 2000 revues en SHS, environ 500 éditeurs répertoriés. On reviendra sur ce que sont les éditeurs. Si vous vous souvenez des bases de données Francis et Pascal, Francis, c'était l'ensemble des sciences humaines et sociales. Il y avait environ 2800 revues pour 1500 éditeurs. Et dans la base de données Pascal, 5 éditeurs représentaient 60% des titres. C'est ça la grande différence et voilà, la grande opposition entre les deux. Donc voilà, ça donne ça les revues françaises en SHS. Au secours, je tombe dans l'immense trou des 1200 titres de revues.
Et puis c'est aussi de l'argent, puisqu'on a dit qu'on parlait d'argent aujourd'hui. Donc un chiffre d'affaires de périodique recherche en SHS entre 12 et 14 millions d'euros. Ça fait 46% du marché de la recherche, en SHS bien entendu. Avec des abonnements qui sont entre 1500 et 1200 abonnés, mais pour une médiane de 300. C'est vraiment une revue française entre environ 2 à 300 abonnements aujourd'hui. Je parle du papier, bien entendu. Et je vous ai mis quelques chiffres sur les ventes, sur la structure de ces ventes qui sont... alors qui datent un petit peu, parce que c'est des chiffres qui datent de 2008-2010, mais je ne pense pas que ça ait changé énormément, avec le poids très important des ventes institutionnelles en France, donc des BU, des EPST, etc. Nous. Des ventes aux particuliers en France très faibles, et puis des ventes à l'étranger importantes, mais avec une forte aussi proportion d'institutions abonnées. Dernier chiffre intéressant, dans les 75% des revues qui ont été aidées par le Centre national du livre en 2005 ont une diffusion inférieure à 1000 exemplaires, et en fait 40% inférieure à 500, donc ça correspond à ce que je vous disais sur le nombre d'abonnés. Et donc, qui porte les revues françaises en SHS? On dit qu'il y a environ 1,34 revues de recherche par laboratoire. J'adore le virgule 34. En fait, dans chaque labo français en SHS, il y a au moins une, voire deux, voire quelquefois 3 revues qui sont portées par le laboratoire, ou par un chercheur du laboratoire, ou par un secrétaire d'édition dans le laboratoire. J'y reviendrai largement. On voit bien là que dans le type de structure éditrice, donc il y a laboratoire, les presses universitaires, sociétés savantes, associations, qui représentent aussi une part très très importante, et puis les éditeurs commerciaux qui représentent environ 30% de ce qui est édition de revues en SHS, et qui représentent par contre beaucoup plus au niveau de l'argent que ça rapporte, c'est-à-dire que ils éditent, ça représente 51% des buts de ce qui est récupéré comme argent, mais que 30% des revues éditées. Et puis je voulais commencer aussi à parler de ce qu'est financement public, avec des chiffres qui sont assez impressionnants, avec 8,5 millions d'aides à l'édition de recherche en subvention, dont quelque chose de très important, 1,5 million directement payé par les labos pour éditer des ouvrages. En SHS, il y a une grande hypocrisie. Tous les chercheurs en SHS vous diront, nous les APC, jamais, il est hors de question de payer pour publier un article. Et pourtant, depuis 20 ans, ils payent pour éditer des ouvrages. Et les Books Processing Charges sont à mon avis une question que chez nous, alors je ne sais pas si vous avez cette question-là, mais c'est une question qu'il faudrait qu'on arrive à traiter, et je voudrais savoir combien exactement on dépense dans les laboratoires pour éditer des ouvrages en papier, principalement. Ça, c'est une question que j'essaye de poser à l'Institut SHS au CNRS. On n'a pas de moyens, en fait, vraiment de savoir combien on dépense là-dessus, mais je pense que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant et que ça serait un axe de travail intéressant. Et alors il y a toute une description des aides qui sont données, que ce soit par le Centre national du livre, etc., et les subventions qui sont données. Et puis il y a quelque chose que je vais vraiment détailler dans la deuxième partie, qui sont ce qu'on appelle les aides indirectes, qui sont donc évaluées entre 15 et 18 millions dans le secteur public pour la mise à disposition de locaux ou de personnes. Et c'est ça, en fait, les coûts cachés dont je vais vous parler tout de suite après. Juste pour finir mon contexte général de la typologie des revues et d'éditions en SHS, les revues, les disciplines les plus importantes pour les revues, il y a une très forte part de la sociologie qui est aux environs de 23%. L'histoire, la géo, etc. aussi ont énormément de revues. Et il y a de plus en plus chez nous de revues pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui se déclarent avec plus de 3 disciplines. Ça, c'est vraiment devenu quelque chose de très important et qui a beaucoup changé. La typologie des revues, elles sont assez anciennes, hein. C'est des revues en majorité à 50% qui ont été créées avant 1950. On a beaucoup de vieilles revues, ce qu'on appelle de vieilles revues. Des revues trimestrielles ou semestrielles, mais aussi avec une proportion importante de revues annuelles, qui ont un mode de fonctionnement particulier et qui donnent aussi un paysage un peu contrasté.
Et je vous l'ai mis exprès, mais 15% ont un retard de publication. C'est toujours quelque chose de très difficile chez nous d'arriver à publier à l'heure. Elles ont changé, ces revues, elles se sont transformées. Je suis repartie de l'enquête du GF2I qui date de 2008-2009, où il disait qu'il y avait 55% des revues qui étaient encore uniquement papier. Et si on remonte, on était à 75% en 2005, ce qui est assez énorme pour les revues françaises en SHS. Aujourd'hui, on est, selon les chiffres donnés, entre 10 et 15% qui restent uniquement papier. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai basculement, même si on est un peu en retard, mais il y a eu quand même un vrai basculement, avec la part de l'électronique qui augmente et la part des revues purement numériques qui augmente également. Voilà, ça c'est pour le contexte général. Et puis, je voulais donc surtout vous parler d'une enquête qui a été faite par BSN7, donc je mets ma casquette BSN7, la Bibliothèque scientifique numérique secteur édition, qui a été faite sur le coût de l'édition d'une revue en SHS. C'est une enquête qui a été menée en fait, avec le but d'avoir vraiment une idée de combien coûtait la publication d'une revue, notamment la part des institutions publiques. Parce qu'on savait à peu près les investissements des éditeurs, etc., mais quel est le financement dans le processus éditorial et de production du public et des institutions publiques. Vous savez, et vous êtes bien placé pour le savoir, que cette publication, elle a un coût non seulement dans le financement du processus éditorial et dans les abonnements, et que dans la question de l'accès ouvert aux publications scientifiques, connaître cette part d'investissement public est absolument fondamental, et on ne l'avait pas forcément suffisamment mis en lumière. Et donc on a mené une enquête entre mars 2014 et janvier 2015 sur le coût éditorial des revues scientifiques. L'idée, c'était d'avoir l'ensemble des coûts de production, de la gestion du secrétariat du flux des articles, le travail sur le texte, la mise en page, etc., etc., pour voir quel est donc le financement supporté par le secteur public et le financement supporté par le secteur privé. Je voulais revenir un tout petit peu sur le périmètre de l'enquête. On est bien dans le périmètre des coûts d'éditorialisation et de production des travaux une fois l'article accepté. On ne s'est pas lancé dans l'idée d'avoir une idée de combien pouvait coûter le peer reviewing, le travail du chercheur sur l'article et le travail de peer reviewing. Ça serait quelque chose d'intéressant. On arriverait à des chiffres encore plus importants, mais ça serait aussi un travail intéressant à faire. Mais il est assez difficile à évaluer. Donc on est vraiment parti du moment où l'article est accepté pour publication. Et puis on a fait ça en 3 étapes en fait. On a fait une demi-douzaine d'entretiens avec des responsables de revues, des secrétaires d'édition, etc. pour arriver à séquencer les étapes de la chaîne de production. Et pour être tous d'accord sur de quoi on parle, à quel moment, quelles sont les tâches exactes qui sont effectuées par chacun. Et puis on a fait des entretiens quali assez longs parce que c'était intéressant aussi de parler avec les responsables de revues et on a appris pas mal de choses à ce niveau-là. Et ensuite un questionnaire quantique qui a été envoyé à 300 rédactions de revues scientifiques. Donc c'est une enquête qui a été faite entre juillet 2014 et janvier 2015. Je veux revenir ici sur quelque chose de très important. Les coûts d'éditorialisation et de production d'une revue scientifique en SHS, il y a une part énorme. Alors, il y a une première part qu'on connaît tous, c'est la gestion du flux des articles, le rapport au comité, le rapport aux auteurs, le rapport aux experts. Et puis, il y a une part pour nous de travail sur le texte. Et ce travail sur le texte en SHS, il est extrêmement important. Relecture, correction orthotypo, mise aux normes, de la biblio, du texte, des matériaux, c'est-à-dire des images, des tableaux, etc., qui sont une part très importante, des travaux sur le sommaire, des ajouts de métadonnées, tout ce qu'on appelle la préparation de copie. C'est vraiment quelque chose de très important, y compris, il y a un travail de vérification, de cohérence de texte, de cohérence de la bibliographie, de vérification de la véracité de la bibliographie, qui est parfois faite en partie par les rapporteurs, mais qui est généralement retravaillée par le secrétariat de rédaction. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et qui, je pense, est spécifique au SHS. Et puis après, on a des tâches plus classiques de structuration pour une diffusion papier ou électronique, le stylage de l'article, des choses de ce type-là, la mise en page, la PAO, la mise en ligne.
Et puis la partie impression, diffusion, distribution. L'enquête nous a vraiment aidé à différencier chacune de ces tâches pour pouvoir être très précis dans notre analyse. L'échantillon, rapidement, il n'est pas énorme en fait, puisque sur 300 revues, on a eu 50 questionnaires remplis complètement et donc utilisables. Donc on nous a reproché le fait que ça soit un échantillon trop resserré. C'est un échantillon assez resserré, mais qui, vous le voyez, représente à peu près l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales. Vous le verrez plus tard, qui comprend des revues uniquement papier, des revues papier et numérique, des revues uniquement numériques, des revues diffusées en libre accès ou sous abonnement, donc qui est un échantillon, me semble-t-il, représentatif. Au tout départ, on aurait bien voulu faire un travail aussi sur les STM, mais il y a eu très peu de réponses. Et en fait, on avait 9 réponses, donc beaucoup trop peu pour pouvoir en tirer des conclusions. La première des choses qu'on a découvert, on le savait un peu, je vous l'avoue, mais le but était de le prouver, c'était que cette partie éditorialisation des revues est réalisée en très grande partie et en majorité par la puissance publique, que le coût éditorial principal, c'est bien celui du salaire du secrétaire de rédaction, et que l'éditeur privé, lorsqu'il intervient, il est principalement imprimeur et diffuseur. Bien sûr, tous les contenus des articles de revue sont produits et expertisés par des chercheurs payés par la puissance publique. C'est la partie qu'on n'a pas évaluée, mais qu'il faudrait rajouter en plus de notre analyse. Et puis, le travail de secrétaire de rédaction, donc celui que je vous disais, le travail sur le texte, etc. etc. Donc 92% des revues, il est assuré en interne par des professionnels de l'édition payés par la puissance publique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça fait un coût très important. Alors, ou des secrétaires d'édition ingénieurs, ou le travail directement des chercheurs. Dans 20% des cas, l'ensemble du travail de secrétaire de rédaction est fait par le chercheur en SHS, sans l'aide d'un ingénieur ou d'un secrétaire de rédaction. Ça, c'est aussi une découverte, c'est-à-dire qu'il y a quand même 20% des revues en SHS qui travaillent, qui vivent et qui sont publiées et qui sont éditées et qui s'en sortent uniquement sur le travail des chercheurs. J'aime pas dire bénévolat, parce que le chercheur il est payé, etc., mais disons, on va dire du travail en plus, du travail pas toujours très bien pris en compte, en tout cas dans la carrière du chercheur par la suite, et donc ça c'est important. Il y a une chose aussi qu'on a découvert, que j'ai pas mis là, mais qui a été peut-être notre premier étonnement, notamment quand on a rencontré les chercheurs dans les entretiens qualitatifs, les responsables de revues, etc., et je le dis parce que ça résonne par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, me semble-t-il, c'est la méconnaissance des chercheurs du coût de la publication. C'est-à-dire qu'on invitait des responsables de revues, de grandes revues, puis on leur disait, bon, combien ça coûte ? C'est quoi le coût d'impression ? C'est quoi le coût de passage en ligne ? Qui fait le passage en XML pour être diffusé, etc. Et en fait, ils ne le savaient pas, ou très peu. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire de sensibilisation, vous disiez, sur le coût des abonnements, mais aussi sur ce coût-là. Parce qu'en fait, ils sont responsables de revues, ils sont notup, mais ils ont assez peu d'idées de ce que ça coûte à la fin. Et ça, c'était aussi un des buts, un des objectifs de cette enquête, c'était de sensibiliser à ce coût caché, qui, de notre point de vue, est très important. Et donc l'éditeur privé, quand il est là, il prend en charge, en règle générale, l'impression, la diffusion et la distribution. Et il s'assure d'un revenu commercial qui n'est pas toujours reversé à l'institution publique. C'est un peu le concept qu'on va appeler, après la présentation de Jean-François, du pull du mouton. On est à peu près, je pourrais reprendre en fait cette illustration-là et la mettre ici. Donc les revues, les articles sont écrits par les chercheurs, évalués par les chercheurs, éditorialisés sur des fonds publics par des secrétaires d'édition ou des chercheurs, et commercialisés par des éditeurs privés qui récupèrent les abonnements et parfois redonnent un petit quelque chose à la revue pour fonctionner. Voilà, on est dans ce cas-là. Et donc, je vous disais, 92% du travail est donc fait en interne. Dans 6 cas sur 10, ça va jusqu'au bon à tirer, c'est-à-dire jusqu'à la PAO. Autrement dit, tout ce qui est travail sur le texte, à 92%, c'est fait sur des fonds publics.
Et dans 60% des cas, ça va jusqu'à le moins tiré, c'est-à-dire qu'on donne à l'éditeur le produit terminé, avec la mise en page, etc. etc. Voilà, ça c'est la situation d'aujourd'hui. Et du coup, on a essayé de le transformer en chiffres, c'est-à-dire que, puisque la partie la plus importante du coût éditorial, c'est celui du salaire du travail de secrétaire de rédaction, le temps moyen nécessaire, on l'a calculé sur l'ensemble des 50 revues à 10,5 mois par revue et par an. Si on prend un salaire moyen d'un ingénieur chargé, ça fait 4 000 € annuels, 4 000 € mensuels, et bien du coup 10,5 mois, ça fait en moyenne 42 000 € de coûts publics pour fabriquer une revue annuelle. Et donc on a fait après un travail sur le coût à l'article entre 500 et 4 000 € selon le nombre d'articles publiés par an, ce qui fait un coût médian de 1300 € annuels l'article. Tout ça financé sur fonds publics. Et en comparaison, le coût nécessaire à l'impression, la diffusion, la distribution, il est loin d'être prédominant puisque quand on a un coût moyen d'impression et de diffusion papier, alors on l'avait que pour 25 des revues, puisque c'est pareil, elles n'avaient pas toujours les informations nécessaires pour nous donner la totalité des postes de coûts d'impression et de diffusion. Donc ça fait 11 200 € par an et par revue. Dernière chose que je voulais vous dire, enfin c'est pas la dernière chose, mais ça nous a appris aussi des choses sur les choix qui ont été faits par les revues en SHS, et là peut-être aussi que c'est une différence avec votre monde. En fait, il n'y a aucune revue SHS en APC, en auteur-payeur. Il n'y a aucun éditeur qui le propose en SHS en France, et donc il n'y en a pas pour l'instant. Je dis pour l'instant, parce que ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri de ce genre de choses. 50% des revues sont diffusées sous abonnement avec barrière mobile. C'est le modèle général de diffusion des revues SHS en France, avec des barrières de 1 à 5 ans. En moyenne, on doit être entre 2 et 3 ans aujourd'hui, plutôt 3 ans. On essaye de descendre à 2, mais plutôt 3 ans. Il y en avait 42% qui ont choisi une diffusion numérique directement en accès ouvert, et 8 qui étaient encore sans accès numérique du tout, en diffusion uniquement papier. Et pour vous donner une idée de l'évolution des revues, dans celles qui sont diffusées en accès ouvert, il y en a assez peu, donc il y en avait 20, il n'y en a que 8 qui ont en parallèle encore une version papier. Donc la diffusion ouverte se fait quand même principalement sous format numérique, en abandonnant assez rapidement la version papier. Et sur les 25 revues diffusées avec barrière mobile, 21 ont encore une version papier. Donc il y a vraiment deux mondes qui se côtoient et qui évoluent, mais avec deux modèles, on va dire, de diffusion différents. Et puis 2-3 petites choses qu'on a appris quand même, notamment en discutant avec les revues. Non seulement il y a une méconnaissance des coûts, mais même si le coût de l'impression et de la diffusion est importante, il y a une vraie volonté pour une part des responsables de revues de maintenir leur papier, et en plus de la version numérique. Il reste, et c'est un état de fait, on va dire un plus symbolique sur la version papier. C'est en train de changer, mais c'est encore quand même assez fort. C'est-à-dire que pour les chercheurs, avoir une version papier, pouvoir avoir sa petite revue dans sa main, eh ben, ça a encore une valeur symbolique extrêmement forte. Après, il y a vraiment des réticences par rapport au passage à l'accès ouvert, pour les raisons dont je vous parle là, et la force symbolique dont je vous ai parlé. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un lien entre les éditeurs et les revues qui font que, pour un certain nombre d'entre eux, passer en accès ouvert, c'est tuer les éditeurs. Et les éditeurs ont ce discours-là, de leur mort programmée pour le passage à l'accès ouvert. Or, on voit bien dans les coûts que je vous ai montrés que les coûts principaux sont déjà portés par le public, et que donc, si on devait faire le bilan d'un passage à l'open access, en fait, les coûts sont déjà en public. Donc, il reste un tout petite chose à financer,
ou directement public, ou en trouvant d'autres modèles comme ceux que tu as montrés tout à l'heure, pour passer au libre accès. Mais au fond, le coût de base, il est déjà là. Et je vous ai mis ici, pour finir, ce qu'on a eu comme information sur les revenus. C'est pareil, hein, c'est un monde en évolution. Les revenus papier sont encore assez forts. Et c'est pour ça que le libre accès est difficile aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des revues. Hein. Pour 32 revues, le revenu papier moyen est à 21 000 €. C'est important. C'est encore très important. Donc c'est non négligeable sur un chiffre d'affaires de 25 000. C'est-à-dire que c'est très très largement ce qui rapporte et ce qui fait vivre en partie en tout cas la revue. Et donc pour 53% des revues ont plus de 10 000 € de revenus papier annuels. Et si on compare avec les revenus numériques, même si c'est en train de changer, ils ne sont pas encore au même niveau, puisque le revenu numérique moyen, il est à 8 500 €. Donc ça veut dire très clairement, alors bien sûr là on finance l'impression quand même, hein, donc il faut relativiser, c'est-à-dire que le coût d'impression est forcément... voilà. Mais vous voyez, c'est quand même encore une différence importante, et pour un certain nombre de revues, il est très difficile d'abandonner le papier parce qu'elles ont l'impression qu'elles abandonnent une grande partie de leur chiffre d'affaires. Et donc, il n'y a que 30% des revues en SHS qui génèrent plus de 10 000 € de revenus numériques. Donc, c'est en train de changer, mais le basculement ne s'est pas fait encore. Et je pense que c'est important aussi de voir le coût et le revenu et de pouvoir faire un bilan des deux. Une petite question, je ne sais pas si vous avez les chiffres. Mais est-ce que dans les revues, les quelques revues qui sont, alors ce ne sera pas significatif à cause du nom, mais qui sont en open access, mais avec une version papier, est-ce que leurs revenus papier sont spécifiquement faibles ou est-ce qu'ils sont finalement assez conséquents malgré tout? Ils sont spécifiquement faibles, en majorité. En majorité. Et l'idée, c'est... en fait, le basculement, généralement, se fait au moment où ce sont les revenus numériques qui payent le papier. Et d'un coup, là, il y a une prise de conscience en se disant, bon, là, peut-être que quand même, est-ce bien utile de continuer? Parce qu'il y a quand même, je vous ai parlé des abonnements moyens à 200 abonnements, 200 ou 300 abonnements, mais il y a quand même beaucoup de revues qui tournent à 80 ou 90 abonnements. Ce qui ne permet pas toujours de financer la totalité des coûts d'impression. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce coût des publications et de ce qu'on a appris de cette enquête, qui, je pense, éclaire en partie, en tout cas, les choix et de passage au libre accès et les modèles qu'on peut ou pas développer pour passer en libre accès. Et il me semble aussi être un instrument intéressant à montrer aux chercheurs pour qu'ils prennent conscience de ce coût caché des institutions publiques dans la publication. Voilà, je vous remercie. Oui. That was impressive. I mean, how did you get all those figures on the table? Because what it shows, and I'm an HSS person in Holland, and what it shows is that there is a lot of money in the HSS system which is not taken over by publishers. If you look at the figures, I mean, 35,000 euros per year, if I understood correctly, is put into these journals from inside the system, and only 11,000 euros per journal is done by the editor, the publisher. So I think this is the reason that the open access debate on linguistics in open access has started in HSS, because they realize that the problem for them to change to an APC is even worse than for the STM people. So what I think you can prove is that you can switch to a complete open access system without more costs and probably less costs. And if you can do it in HSS, then the STEM people will follow. Because I mean, we haven't talked about medicine here. If you are great people, you understand the problem. The medicine people, they just tell us, I don't care to pay 5,000 euros. I've got money enough. I don't care. If the publisher wants 5,000 euros, I'll pay it. But if and we need these people to change the system because they are really
life sciences and medicine are really important, if they see that in HSS it's manageable for an APC of around 800 to 1,000 euros, they would be stupid not to want to follow. And then they can pressure the publishers. Because you are not dependent on publishers. It's great. Merci. Je réponds en français du coup, même si je comprends en anglais, mais je suis plus à l'aise en français. Je pense qu'en effet, j'allais dire pour une fois, les sciences humaines et sociales ont un vrai rôle de moteur parce qu'on est dans une situation particulière et qu'on peut du coup en effet montrer que le passage à l'open access n'est pas si cher que ça, n'est pas si difficile que ça, et que du coup on peut peut-être montrer la voie. Contrairement aux sciences dures, entre guillemets, j'aime pas employer ce terme, qui sont dans d'autres situations éditoriales, en effet. Et notre spécificité de structuration éditoriale peut peut-être nous aider à faire ça. Je l'espère. Je l'espère. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y aurait... Excuse-moi, close. Il y avait le micro après, mais... Juste une petite question et une remarque. La question, c'est au sujet de la distribution des revenus papier. Ouais. Je constate que le revenu moyen se situe entièrement dans la dernière catégorie. Est-ce que ça signifie que les 8 revues en question ont des revenus qui sont nettement supérieurs à 20 000 euros? D'accord. Tout à fait. Et donc, du coup, il y a une distorsion, en effet, sur des revues qui ont énormément d'abonnements et ce sont des revues assez anciennes qui restent sur des modèles d'abonnement très importants qui leur apportent énormément. Mais elles sont très peu nombreuses. Et du coup, elles distordent un peu ces chiffres-là, j'en suis consciente. J'ai une autre question qui est plutôt une remarque. Vous avez dit que c'est important pour beaucoup de chercheurs d'avoir une revue papier à tenir entre les mains. Je crois que c'est aussi important parfois d'avoir une revue papier pour ne pas la tenir dans les mains, c'est-à-dire plutôt la laisser dans un carton et l'archiver. Donc c'est pas vraiment le sujet peut-être aujourd'hui, mais il y a la question de l'archivage qui est aussi très importante. On en a parlé avec l'électronique. C'est une question tout à fait non triviale et donc c'est aussi une volonté pas forcément de tenir dans les mains mais d'assurer une durabilité dans le temps. J'entends. Là, je parlais de la force symbolique du papier qui est plus large que ça. Après, on peut aussi penser le papier en impression à la demande pour un archivage pérenne et sans avoir des tirages trop importants qui ont un coût plus élevé. Le numérique n'empêche pas de penser à un archivage pérenne papier, je pense. Oui, vous avez dit au tout début qu'une partie du travail donc, de nos collègues en SHS, c'était donc la publication d'articles et aussi la publication de chapitres. Alors je pense que votre exposé ne couvre pas la partie chapitre. Donc qu'en est-il? Quel est le modèle pour ce type de publication? J'aimerais beaucoup pouvoir faire ce travail-là, mais qui est beaucoup plus difficile. Il y a une partie du modèle qui, à mon avis, se recoupe avec celui des revues, puisque dans les mêmes laboratoires dont on parlait là, les secrétaires de rédaction qui travaillent sur les revues travaillent aussi sur des collections. Mais c'est beaucoup moins visible encore. C'est-à-dire que quand il y a un secrétaire d'édition ou de rédaction sur une revue, il est indiqué dans l'ours de la revue, on le sait, il est identifié, son travail, etc., etc. Quand on travaille sur des collections d'ouvrages, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi au niveau des éditions universitaires, dans les universités, etc. Il faudrait pouvoir faire ce travail-là. J'ai l'intuition qu'on arriverait à la même chose, mais je ne l'ai pas prouvé. J'ai l'impression que le fait que ces gens-là donc, publient d'une part des articles et d'autre part des ouvrages, fait qu'ils ont peut-être plus d'affect, qu'ils sont peut-être plus liés d'une certaine manière aux éditeurs que nous. Oui, tout à fait. Donc peut-être que ça de jouer un rôle aussi dans leur réticence à passer à des modèles Même si dans la alternatifs. structuration des éditeurs de ce qu'on appelle des ouvrages collectifs, il y a aussi énormément de laboratoires, d'associations, etc. C'est-à-dire qu'on va retrouver la même structuration, une partie éditeur privé, une partie éditeur public, voire association et laboratoire. Alors, suite à la discussion avec Sakia, quand même, je pense que Marin Dacos a démontré ça pour moi depuis quand même longtemps, parce que ce que je trouve assez remarquable dans le cadre des sciences humaines et sociales, c'est que vous avez été pionnier. C'est-à-dire que c'est dès fin des années 90, c'est en 1999 que Marin a créé revue.org.
Et il l'a créé tout seul, sans les institutions au début, il ne faut pas l'oublier. Et si j'ai bien compris, il l'a créé, c'est ce que j'ai compris en tout cas, vous me corrigez si c'est faux, c'est parce qu'en fait le CNRS venait de changer des règles d'évaluation de ce qu'on appelle les revues de rang A, c'est-à-dire les revues qui comptent pour les évaluations des chercheurs. Et en gros, le CNRS avait dit, bon, il faut que les revues soient en langue anglaise, parce que ça veut dire qu'on est international, si c'est en langue française, c'est pas bon, etc. Donc, grosse panique à bord, au niveau à la fois des labos et des éditeurs, parce qu'effectivement, il y avait une sorte d'écologie, c'est des petits éditeurs, ça n'a rien à voir avec, à mon avis, en tous les cas, avec le domaine sciences exactes et médecine, où là, on est des éditeurs mondialisés. Donc, il y avait cette espèce de deux groupes, les chercheurs et leurs éditeurs, ils ont paniqué. Et Marin a eu cette idée quand même, personnellement je trouve géniale, de partir dans le numérique. Et à ma connaissance, il a démontré la chose suivante, que économiquement, c'est pas la catastrophe pour les éditeurs, étant donné que grâce au modèle freemium, il leur reverse un pourcentage, mais surtout, il augmente leur lectorat dans des proportions absolument incroyables. Regardez, hier j'ai cité DataGull. Sur DataGull, il y a une interview de Marin Dacos qui est vraiment intéressante où il précise ça, je crois, si je me souviens bien, il parle de ça aussi. Disons, pour moi, la France, avec ce côté très spécifique, vu qu'il fallait défendre, et c'est logique pour l'édition en sciences humaines et sociales, le français, si vous êtes, je sais pas, spécialiste de langue romane, vous n'allez pas écrire. Je sais pas, bref, c'est assez logique de défendre cette spécificité. Et le passage au numérique a été pionnier dans ce domaine et démontre que c'est faisable, à mon avis. Alors, je pense que c'est en effet faisable et que le modèle freemium, il est encore en cours d'expérimentation. Il a un double intérêt. Il donne un petit revenu aux revues pour des dépenses qui sont absolument indispensables. Par exemple, le déplacement du comité éditorial. Dans notre enquête, c'est une des choses qu'on a vues qui était vraiment au cœur de la vie de la revue. C'est bien de bosser par Skype, mais enfin, quand on peut se rencontrer, c'est aussi important pour la vie d'une revue. Une revue, c'est un collectif et avoir un peu d'argent pour le déplacement du comité, c'est fondamental. Et puis sur la diffusion, c'est aussi quelque chose d'important. Une plateforme comme monrevue.org a fait prendre conscience aux gens de l'importance de la diffusion. Parce que pour beaucoup d'entre eux, comme ils n'avaient pas connaissance non plus des coûts, ils n'avaient pas connaissance non plus de... Une revue, c'est pas seulement une publication. C'est-à-dire que quand on a publié, on n'a pas fini le travail. Il y a aussi la diffusion. Et ce travail-là de dire, d'accord, ok, l'article, il est validé, il est publié, etc. Mais maintenant, il faut qu'il soit lu. Je pense que Revue.org et les plateformes de ce type-là ont fait un gros travail là-dessus et qu'il faut le continuer. Et les chiffres sont étonnants. Et les chiffres sont très importants. Et on touche des publics académiques et hors académiques. Donc ça aussi, c'est un point important de toucher, on le sait bien, l'open access est aussi là pour sortir du milieu académique. But just to follow up on this national language thing, it's not only France, it's a problem in all European countries. And there are similar projects right now in Holland. We are looking into this as well because there are a lot of Dutch journals and we have less markets. But the problem is even bigger then because you don't have any income. In Sweden there's a big project starting, in Finland and in Switzerland I know of. So I think we should also look at how we can work on this together because you don't want to lose, for humanities and social sciences, the national language is still important and it will stay important. I mean, we in Holland are being pushed, the academics, to publish in English. But for HSS, sometimes it really doesn't make sense. I mean, it's really different from the STEM. And I'm going to use your big project, and I'll bring you in contact with the Swedes and the Swiss. Yeah. Okay. Avec plaisir. Et je pense qu'en effet, la langue nationale est importante en SHS parce que la traduction n'est pas sans poser de problème et que du coup, la diffusion est d'autant plus importante, me semble-t-il. Et qu'en effet, une structuration au niveau européen serait peut-être intéressant aussi, en tout cas, le partage des expériences. Et à ce niveau-là, serait intéressant. Et il est d'autant plus important que si dans le cadre de l'appel de Jussieu, le but est vraiment de pouvoir récupérer de l'argent pour investir sur des expériences, des façons de publier différentes, des façons de diffuser différentes, il faut aussi que ça se fasse au niveau européen et pas seulement, bien sûr, franco-français. Je pense qu'on va arrêter la séance de questions parce qu'on a le débat qui nous attend, donc merci encore.